Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au golf de Rueil-Malmaison où nous allons tester faire un modèle de la marque TaylorMade puisqu'il s'agit du P7 MB. MB pour Muscleback. Muscleback. On teste ce joli club, on en reparle dans les secondes qui suivent. À tout de suite. L'architecture de cette série de fers de chez TaylorMade, les P7 MB. Donc, tout d'abord, ce sont des lames dont la top line et la semelle sont très fines, donc ça en fait un club très fin globalement, qui ont été inspirés par les clubs du Tour Proto de Dustin Johnson. L'acier des têtes est du 1025 acier au carbone. Ils ont subi une pression, chaque tête a vraiment subi une pression de 2000 tonnes afin d'optimiser le mieux possible le grain du fer. Et pour finir, la face et les stries ont été usinées afin d'avoir le plus de précision possible dans la conception même de cette tête de club. Ça y est, nous les avons testés, mon cher Quentin. Les P7MB. Les P7MB de chez TaylorMade. Et on parle bien du même club, donc. Et MB, ça veut dire Muscleback. Voilà, donc on est en fait dans le muscle, hein, Muscleback, muscle arrière. C'est-à-dire en fait qu'on n'est pas sur des clubs à cavité cette fois, on est sur, on l'a vu dans l'architecture, sur du brut, hein, voilà. Sur du full body, ce qu'on appelle. Nous allons commencer bien évidemment par parler des qualités des matériaux qui sont utilisés dans la mise en œuvre de ce club. Et à ce niveau-là, ben écoute, je t'interroge, Taylor est-il toujours à sa place parmi les grands constructeurs qui sortent de bons produits avec des beaux produits, des belles matières, pardon? Et ben là, je crois qu'il n'y a qu'une seule matière, hein, c'est l'acier carboné, l'acier au carbone 1035. C'est ça. Pressé, comme on l'a dit tout à l'heure. Assez fort. Très fort, grosse pression. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 1035, c'est le chiffre qui donne l'indice de carbone, en fait, dans l'acier. Et c'est ce qui nous donne également sa résistance ou sa souplesse, si vous préférez. Alors, on est sur de l'acier qui est effectivement riche, puisqu'on était jusqu'à maintenant, le grand classique, c'était le 1025. On a eu le 1020 avant, tu te souviens, hein, 1020, 1025. Là, maintenant, c'est 1035. On va voir bien sûr au niveau des sensations, on en parlera donc plus tard dans cette vidéo, si on retrouve ce toucher qui est supposé être donc encore plus souple. En tout cas, au niveau des matériaux, c'est sûr qu'on est sur du bel acier. Très beau, et puis très bien forgé. Très bien mis en œuvre en fait. Voilà, hein, donc beau travail. Là-dessus, donc on ne pouvait pas mettre autre chose. Surtout que les assemblages sont très bons au niveau de la férule, au niveau du design. La cosmétique est belle, je trouve. Il est vraiment superbe ce club. Donc 2. Et ben voilà. 2 points pour commencer pour ce P7MB. Nous abordons maintenant la question des qualités statiques de cette lame. De cette lame qui est assez fine d'ailleurs. Oui, et donc sur laquelle on pourrait craindre un petit peu de difficulté à poser le club par terre. Voilà. Eh ben non. Bah non, voilà, ça c'est dit. C'est dit, non, il repose parfait. Le fer-set qu'on a utilisé, il est au milieu, il bouge pas. On peut relever très légèrement la canne. En upright ou en flat, la canne reste parfaitement alignée. Donc, alors, faut pas le faire de trop, évidemment. On n'est pas, on fait quelques degrés, juste 2-3, ça suffit amplement pour voir si la canne est bien stable. Et là, j'avoue, là, la semelle, ils ont fait un sacré beau boulot. Alors, c'est d'autant plus qu'en fait, on est sur des semelles, comme tu l'as dit, très étroites. Et là, il faut vraiment que ce soit un travail entre quelques points d'équilibre, hein, parce que c'est pas un fer à passer qu'on pose derrière la balle. C'est pas un pâté. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de très fin et malgré ça, ça arrive à prendre une tenue directement au sol qui est très rassurante au niveau de l'alignement, en proposant, tu l'as dit, un emplacement de balle qui va nous inciter donc à provoquer un angle d'attaque juste, en fait. Hein. Donc à ce niveau-là, eh bien forcément, ce P7MB a pris à nouveau 2 points. Les 2 points qu'il pouvait prendre. Troisième chapitre. Moment d'inertie. Voilà, puisqu'en fait, c'est un chapitre qui est consacré à la stabilité du club. Du club à la fois dans l'impact et aussi dans l'espace. C'est ça. Hein, donc, en fait, là, on va devoir distinguer les deux, d'ailleurs, pour expliquer un petit peu la note qui va en résulter. Hein. C'est qu'en fait, premièrement, nous avons la résistance, donc grâce au moment d'inertie à l'impact sur les coups légèrement décentrés. Donc, est-ce que le club vibre un peu ou pas? Vibre, c'est-à-dire se referme ou se réouvre en fonction du point de percussion du club sur la balle, ou au contraire, est-ce qu'il arrive à rester square? Et là, qu'est-ce que tu nous dis? Ah bah nickel. Voilà. Là, c'est assez rare pour une lame. Hein, donc, oui, ça veut dire qu'il y a un très bon travail qui a été fait en ingénierie, absolument, en amont.
parce qu'effectivement, le club arrive à rester stable, alors qu'en fait, on note qu'il y a peu de matière derrière. C'est une lame. C'est ça, on n'a pas ces espèces de, entre guillemets, contrebalancements qui sont faits par des masses extérieures. Non, là, on est sur quelque chose de très simple. Il paraîtrait évident que ce club puisse beaucoup bouger sur les coups décentrés. Et ben là, non. L'équilibrage de la tête de club est quand même excellent. Nickel. Par contre, et c'est ce qui va expliquer notre total, alors il est vrai que nous sommes sur une lame toujours, d'accord, donc un club avec lequel on va pouvoir de toute évidence réaliser des effets volontaires. À droite, à gauche, un petit peu si on veut. Et on peut comprendre que ça amène un certain besoin de mobilité du club pour arriver à le faire travailler exactement comme on veut, mais là on s'est retrouvé avec une canne qui a une mobilité qui était complètement, on était perdu, dangereuse. Oui, on savait pas où était la canne, donc ça c'était assez difficile. On se retrouvait avec des effets indésirés. Si on voulait faire un draw, on se retrouvait avec un fade. Et avec une trop grande sensibilité de la phase de club à des déviations dans des moments de redescente qui sont presque irrattrapables. Si le club est mal engagé, mal barré dans sa course, alors qu'on est à mi-course de redescente, c'est fini. On peut jamais rattraper le coup. Il peut y avoir un petit réflexe d'action de main pour compenser, mais c'est de la bricole. Donc c'est pas du tout. Ce qui fait qu'au résultat, on a eu donc à la fois une très bonne stabilité, donc un moment d'inertie excellent pour la traversée à l'impact, et par contre, une très mauvaise stabilité du club dans l'espace, ce qui fait que nous lui avons attribué... les 1 point sur les 2 possibles. Exactement. C'est au tour des stock options. Stock grip et stock shaft. Voilà, c'est-à-dire en fait toutes les modifications que vous pouvez faire sur la canne à l'origine, les adaptations, pour qu'elle soit vraiment, que vous puissiez vous l'approprier le plus facilement possible, aussi bien donc au niveau du shaft que des grips. Que des grips, exactement. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que tu nous dis, mon Quentin? Ça va être facile. Il y a 15 grips et 10 shafts. 10 shafts différents, c'est pas le shaft répertorié avec plusieurs phases régulables. Sinon, ça veut dire que s'il y a 10 shafts, ça veut dire qu'il y a 40 combinaisons, pratiquement. Il y en a beaucoup. Donc là, on est royal. Et 15 grips, là, on est aussi royal. 15... Oui, là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est qu'il y a peut-être un tout petit fond de mauvaise volonté, parce que là, il y a tout ce qu'il faut pour faire le bonheur de n'importe qui. Donc forcément, sur les 2 points possibles... Il a pris les 2. Nous allons maintenant parler d'un chapitre qui intéresse beaucoup, surtout quand on parle de l'âme. Oui, c'est la puissance, la restitution de l'énergie du club dans la balle et donc la sortie de vitesse de la balle par rapport à la vitesse du club. Et donc on est pile dans le Smash Factor, qui est un mode d'évaluation de la puissance d'un club qui est excellent. Parce que très simple. Super simple. Donc ça, c'est très simple. Pour vous y retrouver, avoir plus d'infos là-dessus, vous pouvez bien sûr consulter le tuto à ce sujet qui est dans les colonnes de Vigolf. Mais par ailleurs, attention, parce que quand vous allez, sur un radar et que vous allez regarder le Smash Factor prend en ligne, c'est un élément qui nous aide à contrôler 2 choses. C'est la qualité de puissance du club, et la qualité mais aussi, attention, rentre en ligne de compte la qualité de la prise de la balle. Donc ça veut dire qu'un Smash Factor ne peut être pris en ligne de compte sérieusement qu'à partir du moment où vous êtes capable d'avoir un swing qui a percuté la balle sans déviation de plan de swing, sans ouverture ou fermeture de la phase de club. Bref, un swing propre. Donc c'est sur à peu près propre. Donc c'est sur les meilleurs coups en fait que vous allez pouvoir déterminer votre Smash Factor. Là, Smash Factor, qu'est-ce que ça nous dit justement? Pour une lame, j'avoue, du 1,38 par rapport à du 1,33 en moyenne sur le tour, c'est chapiteau. Bravo. Oui, alors c'est très très bien, surtout pour une raison bien précise, c'est que les lames ne sont pas par définition les clubs les plus puissants qui soient bien au-delà, sont bien au contraire. La restitution de l'effet trampoline du métal là sur de brut sur la lame, bien sûr, est bien moindre. Et là ils ont donc réussir de passer de 1,33 à 1,38, c'était une très belle preuve de performance du club. C'est pourquoi à ce chapitre-là, nous lui avons attribué les 2 points possibles. Le chapitre que nous abordons maintenant est celui de la tolérance des trajectoires, c'est-à-dire la façon à laquelle ce club arrive à restituer totalement l'effet qui était donné à la balle, ou au contraire transformer l'effet en le minimisant légèrement pour faire par exemple d'un slice un fade. Qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là sur ce P7MB? Première chose, c'est que les balles volent facilement. Déjà, elles partent bien. Donc ça, c'est un premier effet très agréable. Par contre, on en a parlé tout à l'heure de la stabilité du club dans l'espace. Comme justement, on était un peu perdu, les fades qui se transforment en draw involontairement ou les draws en fade, etc.
c'est quand même assez... en fait, tu veux dire à la stabilité dans l'espace. Dans l'espace, donc voilà. au moment d'inertie, en fait. Oui. Aussi, alors que le moment d'inertie de la phase de club à l'impact est nickel, excellent, mais par contre... ce qui aide à faire partir les balles. Ouais. Mais par contre, pour moi, les trajectoires partent, mais avec une certaine probabilité ou une possibilité d'avoir plus ou moins réussi, mais on ne sait pas quand. Ben, en fait, si tu veux, ce que tu décris là, c'est l'expression exacte de ce qu'on a décrit justement dans le chapitre stabilité et moment d'inertie. À savoir que là, on est sur la partie que nous avons pénalisée, c'est-à-dire le manque de stabilité du manche, notamment, donc, de la tête de club par conséquence, lors de la redescente du club. Ce manque de stabilité, c'est là où on le retrouve et c'est là où on le paye, hein, parce que quelque part, le club est très difficile ne parvient pas à nous garantir en fait son positionnement en descendant, ce qui veut dire que très facilement on arrive à une phase de club fermée ou ouverte et que donc très facilement ça se transforme un effet va être appliqué qui ne sera pas forcément celui que l'on désirait ou bien celui qu'on désirait mais peut-être pas dans la quantité qu'on voulait. Que l'on voulait. Pourtant, on n'avait pas trop de slice ou de hook. Non. Donc il y avait une tolérance aussi là-dessus. On était sur des fers en plus, et... on a surtout fait des fades, des draws. Voilà. Mais c'est ce que je me demande, comme ils ont quand même 10 shafts à proposer, ils nous ont proposé le stock shaft entre guillemets de base, ce qu'on a fait, et peut-être qu'avec un shaft acier. Donc. Voilà, un shaft acier, et peut-être qu'un autre shaft acier aurait été mieux, mais alors, bon, acier ou carbone, pour tous les trouver, mais seulement là il faudrait, il faudrait tous les tester. Il faudra tous les tester, donc ça rend les choses un peu compliquées. Mais là, pour l'instant, nous, ce qu'on a vu, c'est que le stock shaft acier standard, nous permettait pas de contrôler en fait les trajectoires de balle facilement. Maintenant, ce qu'on a ressenti, autant être honnête, on a ressenti qu'il y avait quand même une certaine je dirais versatilité. Versatilité par le manque de stabilité du club, oui. Mais par contre, je dirais que les trajectoires de balles étaient reproduites. Hein, c'est-à-dire qu'une balle qui a un effet à droite, on voit bien que le club est fait pour qu'elle prenne l'effet. La difficulté n'est pas, le problème n'est pas la qualité du rendu de l'effet concernant ce P7MB. C'est le problème simplement, c'est d'arriver à maîtriser la tête de club à la descente pour arriver à l'effet souhaité. C'est tout. Voilà. Et donc, à ce titre-là, on ne pouvait pas lui donner, en fait, 2 points, c'était hors de question. Non. Et nous nous sommes arrêtés sur une note de 1 point sur 2 sur ce chapitre-là. Bien, nous allons juger maintenant des trajectoires de balles que nous propose ce P7MB. Et des qualités. Toutes les qualités ou les défauts qu'ils ont. Bien sûr. Qu'elles ont pas. Alors, trajectoire de balle en soi. Alors, pour commencer, moi, j'ai adoré le début de la trajectoire. Super. Là, c'est une trajectoire de lame, c'est-à-dire performante, ça trace, ça avance. Voilà, c'est pas un club qui est fait pour monter au plafond. Ça se voit. Le démarrage est au plus il est rectiligne, en fait. Il est rectiligne, il est très, très bien. Il est rectiligne. Le seul défaut que je trouve, le seul défaut que je trouve, c'est une fois qu'il arrive à l'apex, là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle se prend un gros coup de frein, la balle, et là, pouf, plombe. Alors oui, c'est vrai que c'est une sensation qu'on a. C'est un peu désagréable parce que j'aime bien quand même que la balle, si on fait la même distance et qu'elle plante à la fin, ça veut dire qu'elle passe plus de temps en l'air. Et surtout qu'elle grimpe un peu plus, donc elle est plus sujet au vent. Alors que si la balle avait une tendance à descendre un peu plus platement, on va dire, là, elle prendrait moins de vent, donc tu pourrais gagner en précision, il y aurait moins de vent. Ouais. Là, ce genre de trajectoire, moi, ça me plaît pas, cette balle qui quasiment se prend une branche dans... disons que ça veut dire que c'est une balle qui retombe morte, avec un angle de descente qui est trop vertical, et ça veut dire qu'à ce moment-là, la balle est sujette, par contre, à subir tous les effets du vent, notamment. Puisqu'en fait, elle tombe trop molle, elle perd, à mon avis, trop de son backspin trop tôt, alors que normalement la perte de backspin d'une balle pendant son vol est relativement faible, c'est de l'ordre de 20% de la quantité totale de backspin de la balle. Là, je pense qu'elle tombe avec un taux de spin qui devient trop faible et ça rend effectivement la balle vulnérable sur les petits éléments extérieurs qui peuvent modifier son vol. Mais je dirais surtout, en ce qui me concerne, pour paraphraser Jack Nicklaus, mais à ma façon, ce qui m'a dérangé sur les trajectoires de balles de ce club, c'est pas leur qualité. C'est leur fréquence. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai trouvé que la trajectoire de balle en soi était magnifique. Par contre, effectivement, bémol à noter que tu as tout à fait relevé sur cette redescente qui est un petit peu tombante, trop morte. La balle est trop morte. Donc ça, effectivement, je dirais que c'est indéniable. Il n'y a pas de problème. Mais surtout, la difficulté, la trajectoire restant belle, la difficulté, c'est de reproduire 3 fois la même trajectoire avec ce club. Moi, j'ai eu du mal. J'ai eu franchement du mal. Ce qui fait que, en tout cas, au résultat de notre notation pour cette trajectoire,
Nous nous sommes arrêtés cette fois sur un point et demi sur les deux possibles. Hein, ça nous semble refléter exactement les qualités de trajectoire que ce MP, ce P7MB nous propose. Alors, nous allons parler de spin maintenant. C'est un élément qui est beaucoup plus important qu'on ne croit, parce qu'on le répète depuis quelques vidéos, mais c'est volontaire. Le spin ne sert pas qu'à arrêter les balles sur le green. Hein. Ça sert à faire voler la balle. Ça sert à la faire voler, et puis deuxièmement, dans une certaine mesure, ça permet également d'augmenter la quantité, enfin je dirais quand la quantité de spin est importante, ça veut dire qu'on augmente aussi la tolérance latérale du club, ce qui n'est pas forcément le cas ici, on en parlera bien sûr dans le détail tout à l'heure, tout de suite même. Mais donc c'est un élément, le spin, qui a des répercussions sur de nombreux, je dirais, autres facteurs, et donc c'est un élément important. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis au niveau du spin concernant ce P7MB? Eh ben c'est pas mal, mais vu comment la balle retombe, je pense qu'il en manque. Eh ben écoute, tu me rejoins. Bah oui. Hein, tu me rejoins parce que moi je pense qu'en fait au niveau spin, ils ont voulu faire un low spin. C'est normal, un club low spin, ça veut dire peu d'effets, parce qu'en fait ça permet de donner beaucoup plus d'effet latéral plutôt que du backspin, ce qui va permettre de lever la balle. Voilà, exactement, et donc en mettant plus d'effets. Non, là en tout cas avec le muscle back plus d'effets, ça rend le club un peu dangereux bien sûr. Mais c'est un peu pour un public. Voilà, bien sûr pour un public pointu. Je pense que le taux de spin est un petit peu faible. Il aurait dû être plus haut parce qu'en fait, ça nous aurait permis d'avoir une élévation plus importante, de gommer légèrement la versatilité du club. Pourquoi? Parce qu'en augmentant le spin, on serait certainement passé par un léger alourdissement de la semelle. Par rapport à la top line. Ben oui, forcément. Je pense qu'à ce niveau-là, on aurait augmenté le moment d'inertie du club, qui aurait été plus stable, en fait, dans le mouvement. Dans le mouvement, exactement. Et qu'à l'arrivée, on aurait un club qui rendrait des effets latéraux peut-être moins marqués, mais plus reproductibles. Et c'est ça qu'on recherche, en fait, quand on est à ce vrai niveau-là, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans la gamme. C'est un club, à l'évidence, qui est fait pour les bons joueurs. Le résultat des courses, c'est qu'en fait, on lui a donné, sur ce chapitre-là, un point et demi sur les deux possibles. Parce que nous pensons qu'effectivement le produit aurait pu être amélioré en quantité de spin, et nous pensons qu'il aurait dû avoir un petit peu plus de spin. TaylorMade a joué la carte de l'effet volontaire à mort. Malheureusement là c'est un petit peu au détriment de la régularité. Voilà. On est dans une zone de jeu où les joueurs aiment avant tout la régularité. Et bien maintenant, nous allons parler de feedback. Et oui, le rendu d'information. Quand on tape la balle, qu'est-ce qui nous arrive dans les mains et dans la tête? Et voilà, surtout là. Bah oui, c'est ce qui nous importe. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé en niveau feedback? Eh ben moi, j'étais quand même vachement déçu. J'ai vu le club en lame, il est magnifique, superbe. Je me suis dit, ça va avoir un sacré toucher. Disons qu'on était très excités à l'idée de taper. Bah c'est fabuleux. C'était le club qu'on voulait tester en fait le plus. Hein. Oui, c'est le premier qu'on a testé. C'est le premier qu'on a testé. On s'est jeté dessus presque. Ouais. Et là, au niveau sensation, j'ai... Enfin, feedback surtout. Feedback. Donc, visibilité du point d'impact, pédagogie du club. Hein, voilà. Et là, moi, j'ai quasiment rien trouvé. La seule chose que je sentais, c'est que j'avais tapé la balle à peu près bien, mais je savais pas vraiment où dans la canne. Ouais. Et ça, c'est très perturbant parce que ça enlève le côté pédagogique. Et surtout, quand on tape dans la balle et qu'on se dit « Ah, bah tiens, ça c'est un draw ou ça c'est un fade », moi j'arrivais, j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. C'est la balle qui me disait ce que j'avais fait et pas le club qui me disait ce que j'avais fait. Et ça, pour une lame, c'est pas bon, quoi. Ouais. C'est pas, non, c'est pas normal. C'est pas logique. Il y a d'autres clubs un peu plus, qu'avec T-Back mais pas lame, qui donnent plus d'informations. Là, on en a quasiment pas. Je sais que je l'ai plus ou moins bien tapé, mais je sais pas si je l'ai tapé assez bien ou un peu moins bien. Donc c'est une espèce d'énorme zone de tolérance sans sweet spot. Mais seulement le problème, moi, alors, toi tu le vois comme ça, moi non, moi je le vois pas comme ça. Moi j'ai l'impression qu'au contraire, c'est que le sweet spot. Si c'est pas pile dans le sweet spot au millimètre, je l'ai pas trouvé, tu identifies rien, tu sais pas du tout quoi. Tu sais pas où elle est prise dans le club. J'ai jamais trouvé le sweet spot là-dessus. Et parce pourtant, que justement, voilà. Le 1.38, on l'a fait tous les deux. C'est ce que je voulais, oui, c'est ce que je voulais dire justement, c'est que ce club a peut-être trop de prétentions. Il a mis la barre trop haut, peut-être, d'un point de vue technique. On a vu tout à l'heure au chapitre du spin, où on a dit qu'il y avait, à notre avis, peut-être pas assez de spin, ce qui est rare. C'est rare qu'on dise ça. Hein. Non, franchement, nous, généralement, on passe notre temps à dire, il y en a beaucoup trop de spin là-dedans. Là, c'est le contraire. C'est rare. Donc, ça vaut le coup d'en parler. Voilà. Par contre, j'ai l'impression, au niveau du feedback, que le club a été fait en pensant que tous les joueurs qui allaient jouer ce P7MB étaient des gars qui prenaient la balle au millimètre dans le cœur de la canne.
Ouais, là, mais ça, c'est le niveau professionnel, ça. Hein. Ouais, Tout le monde qui la prend en millimètres dans le cœur de la canne, c'est pas, on n'est même plus chez les très très bons amateurs. Ah c'est non, vraiment chez les pros. Ceux qui passent à la télé. Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est pas le niveau auquel ces clubs-là vont pas être mis dans les mains de joueurs qui ont ce niveau-là. Hein. Donc, je trouve que c'est raté à ce niveau-là, parce que le reste, effectivement, l'identification n'est pas nette du tout. Non. La vibration y est, quand on décentre, très clair, je veux dire, hein, voilà. mais c'est tout ce qu'on sait, quoi. Je veux dire, c'est que c'était décentré. Voilà, mais où. Donc là, pour être honnête, on a beaucoup tourné et discuté autour de cette question, et nous avons été obligés de lui mettre 0,75 points sur les 2 points possibles au terme du feedback. Le chapitre qui nous amuse le plus, nous, hein, on peut dire même qu'il nous amuse, c'est vrai. C'est celui-là, c'est pour ça qu'on c'est celui de nos sensations, c'est pour ça qu'on regarde pour la fin. Exactement. Oui. Alors, globalement, qu'est-ce que ce club t'a dit? Donc, là, on parle de sensations globales. Globale, sensation globale, j'ai été un peu déçu. Parce que, je mets une lame, on n'identifie pas trop le toucher, on swing le club, on sait pas trop où est la tête de club. Je trouve ça quand même vachement bizarre pour un club destiné, donc une lame vraiment, destinée aux très bons joueurs, un club qui se promène et on sait pas vraiment où on tape dans la balle. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est assez facile à jouer puisqu'il lève la balle. Mais derrière, ce qu'on recherche, nous, c'est-à-dire des effets, on veut faire quelque chose avec la balle, on veut travailler, là, nous, on n'y est pas arrivé. Si, mais pas de façon volontaire, presque. Et régulière. Voilà, surtout pas régulière. Là, pour faire un draw, il fallait que je m'applique sérieusement. Là, et surtout en faire 3 d'affilée, là, c'était bien. C'est retour à l'école, hein. C'est retour à l'école, phase de club ici, le club ici, le plan de swing comme ça, avec un grip un peu comme ça s'il faut. Et puis le club, j'avais l'impression qu'on pouvait pas travailler le club pendant le swing. Donc à partir de là, moi, je trouvais ça très perturbant. En fait, et au niveau sensation, donc j'étais un petit peu... j'avais un outil dans la main, mais pas un club lame. Donc j'avais un club de golf, mais pas une lame. Alors moi, si tu veux, ma sensation, ça a été de dire, comme tout le monde, on commence, on prend le club, on le prend dans les mains, il est magnifique, il est superbe, je regarde la qualité matériaux, je me dis chouette, beau répondant, beau ci, beau ça, belle canne, ça va être du plaisir. Ça va être du beurre. Et qualité statique, super, on le met devant la balle, derrière la balle, il est fantastique, on est bien, on se dit waouh, ça va être un régal. Un bijou. Et puis là, d'un coup, on fait le swing, et dans le swing, on se dit, oula, attends, comment je fais pour contrôler le club? Du coup, moi, j'étais très déçu aussi, parce qu'en fait, très difficile d'avoir un jeu répétitif. Hein. Moi, je reviens toujours sur cette question de régularité. Pour moi, c'est la clé du golf. Une des clés essentielles, c'est ça, c'est cette capacité à reproduire. Il y a des clubs, surtout dans cette gamme-là, qui y arrivent tout de même, et d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Là, je suis plus proche on n'y est pas arrivé qu'on y est arrivé. Donc, en fait, nous lui avons attribué du coup, en termes des sensations, de façon totalement collégiale, 0,75 points sur les 2 possibles. Si je ne m'abuse, toi t'es bon en maths, dis-moi. Ah, mais je suis très très bon, je sais compter jusqu'à 5. Ah, c'est énorme. Alors écoute, je te propose de nous faire l'addition, ça nous donne combien tout ça? Ça nous donne 14,5. Ouais, voilà, 14,5 sur 20. Bon, c'est dommage, une note, oui. Alors on sait maintenant, attention, on sait que sur justement la catégorie des clubs MB, généralement, c'est là où on peut avoir des écarts de notes entre les clubs les plus performants et les moins performants qui sont assez importants. C'est violent. Parce que ce sont des clubs qui reposent beaucoup sur les sensations, qui reposent sur certaines trajectoires qui sont très, je dirais très précises, hein, qu'on recherche. Bon, certains passent le cut, d'autres ne le passent pas. Hein. Ça, c'est... Donc 14,5 sur 20, et alors la gamme de joueurs, ça c'est intéressant. On s'est mis d'accord sur quelque chose, mais que pour normalement c'est du 0,12, hein, les lames. Ouais, mais là on va devoir s'expliquer justement. Parce qu'on cherche quelque chose que là le club ne fournit pas, c'est-à-dire des sensations, une régularité des trajectoires, enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour ça de 0 à 6 en fait, et on a estimé que c'était pas possible. Parce qu'on n'est pas dans cette gamme-là, c'est pas vrai. 0 de handicap, on cherche beaucoup plus de stabilité de club, parce qu'on veut pas d'un club qui puisse nous surprendre parce qu'il est un peu trop vif. Surtout pas. Donc non, la gamme véritable, c'est 6, 12 pour nous. Voilà. Hein. Au-delà, on est quand même sur du muscle back, on est quand même sur une lame, c'est quand même pas si facile pas à jouer, même si celle-là elle est pas trop difficile. Celle-là elle est pas difficile, mais je veux dire, il faut quand même la monter la balle, il faut quand même la prendre bien avec une bonne vitesse.
En plus, il faut que ça concerne les joueurs, il faut le savoir, hein, c'est que les lames sont moins puissantes d'une façon globale que, surtout quand elles sont forgées, hein, ce qui est le cas, que lorsqu'on est sur des cavity back ou des muscle back, ou des muscle back ou des hollow body. Des hollow body, pardon. Des hollow body, hein, voilà. Ah, oui. Donc non, la lame ne peut pas être un club puissant en soi. Donc il faut que les qualités sensitives soient vraiment là. Là, pour nous, dans la gamme 0,6, c'est pas possible. Au-dessus de 12, ça le sera pas non plus. Donc, c'est vraiment sa gamme naturelle. Pour nous, c'est le 6,12. Voilà. Le prix, maintenant? Le prix, donc, le club en acier est à 200 €. Très bien. Et en carbone, il est à 240 €. Très bien. Voilà. Bah, c'est parfait. Bien, écoutez, donc, on a fait le tour de ce P7MB. Si vous voulez, bien sûr, d'une façon générale, des conseils et des avis sur le matériel qui vous conviendrait le mieux, n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com et de le renvoyer, si possible, avec quelques vidéos. Ou de face ou de profil, voir les deux prises par votre smartphone. Smartphone simplement, ça nous suffit pour vraiment pour vous conseiller ensuite au mieux et surtout choisir ensemble les rigidités de manches hein, qui sont les vôtres, voilà. Par ailleurs, si vous voulez rester au courant de notre actualité, ça se passe par où? Ça se passe par là, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et enfin, si cette vidéo vous a plu, dites-le. Avec des petits pouces. Avec des pouces, exactement. Voilà. Mon cher Quentin, ça fait un plaisir. Plaisir partagé, mon cher Franck. On se retrouve bientôt sur un parcours parce qu'il fait beau là, je crois. Ah, ça commence, ça y est. Yes. Ou sinon sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.